Thyssen, une seigneurie lorraine. À Thyssen, il y a 8 manses et 8 possessions. 11 vangailles, 5 feoda secondae feriae. Chacun d'eux laboure 3 jours, moissonne, porte à la grange et bat. Quand ils coupent, on leur donne 2 pains. Les vangailles payent 18 sous et 2 payent 3 sous. Les possesseurs de manses et de feoda secondae feriae doivent construire la maison de l'abbé, la grange et le moulin en entier, sauf les toits. Les possesseurs de vangailles assurent la construction de la partie supérieure des bâtiments et l'abbé refait le toit. Chacune des vangailles doit 3 charrois pour le froment du Seigneur, soit à Andernach, soit à Adzenport, soit à Nourburg, au moment où le Seigneur le décidera. De même, les 8 manses payent 8 sous. Dans la ville de Beauce, il y a un manse qui paye 30 deniers à la Saint-Martin. Quand l'abbé viendra, l'intendant lui donnera la nourriture, ainsi qu'à ses chevaux, le soir et le lendemain. Il devra laisser à l'usage de l'abbé le quart du prix du bois communal. Si un homme de la familia meurt, son meilleur animal sera livré à l'abbé. Si c'est une femme, l'abbé aura le meilleur objet fait de ses mains. À la Saint-Martin, le meunier donnera à l'abbé pour 2 deniers de pain, 2 deniers de vin et 1 setier de vin. Le forestier et le doyen donneront autant. L'abbé devra acheter les pierres meulières que la familia devra transporter, mais l'abbé payera les frais. Chaque homme de la familia devra un cheval de 6 deniers et les femmes autant, de la monnaie qui accourt où elles habitent. Si quelqu'un tue un homme de la familia, il donnera à l'abbé 30 sous et une obole. Si les biens meubles et immeubles d'un homme sont confisqués par l'abbé pour quelque méfait, l'abbé aura les 2 tiers, l'avoué le 3e. Le meunier donnera chaque année 12 mouilles de froment et 2 autres pour faire de la cervoise. On saura que dans tous les plaies de l'avoué, nul cas ne doit être débattu, sauf de vol, de dette, de rixes et d'effusion de sang. L'abbé devra 3 services à l'avoué. À Noël, une demi-mesure de froment, 12 deniers pour la viande, 2 mesures de vin et une de cervoise, 1 denier pour le poivre, une obole pour le sel et une mesure d'avoine. 2 semaines après, il donnera à l'avoué 12 deniers pour qu'il ne charge pas ses hommes. Les mêmes choses en tout seront livrées à Pâques, ainsi qu'à la Saint-Jean, sauf l'avoine. De ce qui sera payé au plaid, l'abbé recevra les 2 tiers, l'avoué le 3e. Si un homme de l'abbé confisque une femme d'ailleurs, après sa mort ses biens seront confisqués par l'abbé et le tiers seulement sera remis à ses enfants et à sa femme. À Noël, l'intendant et le meunier donneront à l'avoué 2 porcs dont chacun vaudra 12 deniers. Et un échevin dira s'ils valent bien ce prix. Dans ce cas, ils ne devront rien d'autre. S'ils les estiment à un prix inférieur, ils devront satisfaire sur ce point. Si un homme de la curia est inculpé, il se justifiera par serment et on ne pourra lui imposer rien d'autre sauf avec le duel judiciaire. Ce texte a été édité par Charles-Edmond Perrin dans ses recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine, d'après les plus anciens censiers 9e, 12e siècle. Le texte est bien entendu traduit du latin. Remarque préliminaire. Quels sont les objectifs du texte? Sont évidents dès le premier abord l'organisation d'une seigneurie et l'articulation entre les droits banaux et fonciers. Ensuite, le prélèvement seigneurial, redevances et corvées, et l'organisation de la justice. Sont apparents dans un second temps, tout d'abord la stratification sociale de la seigneurie, et ensuite la redistribution de ses profits et le partage entre l'abbé et son avoué.
Quelle est la nature de la source? Le rédacteur du texte énumère les revenus que l'abbé de Bouzonville peut attendre de sa seigneurie de Thyssen, en insistant particulièrement sur les profits de la justice et en s'attachant à fixer la répartition de ces profits entre l'abbé et son avoué. Ces caractères indiquent qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un censeur, mais bien d'un coutumier, qui met au net les droits et les usages dans la seigneurie de Thyssen. La question de l'auteur ne se pose évidemment pas avec ce type de document, ce qui ne dispense pas de réfléchir aux conditions de sa mise en forme. Si l'on prend soin de récapituler ses droits, c'est souvent pour se prémunir contre d'éventuelles usurpations. L'analyse doit dégager les éléments principaux du texte. Premièrement, les structures de la seigneurie foncière, les menses, et les types de prélèvement. Deuxièmement, la physionomie de la seigneurie banale, redevance et auxiliaire du pouvoir seigneurial. Troisièmement, l'organisation de la justice seigneuriale et la vouerie. Troisièmement, le partage des revenus entre l'abbé et l'avoué. La mise en place du document doit se faire à un triple niveau, du plus général au plus particulier. Il s'agit d'une seigneurie ecclésiastique, d'une seigneurie lorraine, de la seigneurie de Thyssen. Le seigneur ecclésiastique est, par définition, désarmé. Aussi doit-il exercer son pouvoir de contrainte judiciaire par l'intermédiaire d'un lieutenant laïque, l'avoué. On sait que l'avouerie fut, notamment en Lorraine, un moyen privilégié d'ascension sociale pour les lignées chevaleresques en quête d'autonomie politique. Charles Edmond Perrin date le coutumier, sans plus de précision, de la seconde moitié du XIIe siècle, donc avant 1163. C'est le moment où les grandes seigneuries ecclésiastiques réagissent contre les exactions des avoués. En Lorraine, les seigneurs cherchent des compromis pour freiner leur progressive dépossession. Il est important de cadrer d'emblée les spécificités de la seigneurie lorraine. Terre d'église et berceau du domaine carolingien, la Lorraine a longtemps résisté à la crise châtelaine des principautés. De même, la seigneurie demeure l'héritière directe du système domanial. Importance de la réserve, maintien des corvées. L'abbaye Sainte-Croix de Bouzonville, fondée peu avant 1033 par le comte Adalbert, est à la tête d'un vaste domaine foncier. Il est important de noter pour le commentaire que la seigneurie de Thyssen, située aux franges du plateau de l'Eifel, est relativement excentrique par rapport à cet ensemble. Raison de plus pour fixer avec soin les droits de l'abbaye sur cette seigneurie. Derrière un désordre apparent, le texte propose un principe de structuration que l'on peut adopter pour le commentaire. D'abord, les structures de la seigneurie foncière, ensuite l'organisation de la seigneurie justicière, enfin, partage et redistribution des profits seigneuriaux. De la réserve, seul le bois est mentionné, ainsi que l'existence d'un forestier et d'une grange. En réalité, on perçoit surtout la réserve par les redevances en travail qu'elle suscite. Celles-ci sont lourdes. Les tenanciers doivent labourer 3 jours, moissonner, battre et porter à la grange. On remarque que, pendant les travaux les plus durs, les corvéables sont nourris. Je cite, « Quand ils coupent, on leur donne de pain ». Enfin, il existe un type de tenanciers plus lourdement mis à contribution, ceux des feoda secundae feriae, mobilisés 1 jour par semaine. On note également que ces tenanciers doivent construire la grange. Corvée banale ou corvée foncière, la rédaction de la coutume met les droits et les usages. Le vocabulaire n'aide pas à déterminer avec précision le statut juridique des tenures et des tenanciers. Mense est devenu, au XIIe siècle, un terme ambigu, et vangai n'est pas plus clair. On peut seulement remarquer que ces vangai sont plus lourdement taxés, les redevances étant exigées en numéraire. Il s'agit ici de charges réelles,
pesant sur la terre, et non de charges personnelles. Voilà pourquoi le rédacteur ne prend pas la peine de préciser le nombre et la condition sociale des familles vivant sur les tenures. Quelles sont les fonctions économiques de la seigneurie? On doit faire le relevé systématique des allusions aux productions, froment, avoine, porc, cervoise, vin, et aux équipements, granges, moulins. Il faut noter également que le seigneur taxe, à la mort du tenancier, le meilleur animal de l'homme ou le meilleur objet de la femme. Il prélève ainsi sur le produit de l'élevage et de l'artisanat domestique, ici sexuellement différencié, c'est-à-dire sur les deux activités complémentaires au travail agricole et caractéristiques de l'économie rurale dans sa phase d'expansion. Passons au deuxième point du commentaire, l'organisation de la seigneurie justicière. Les taxes personnelles énumérées par le rédacteur du coutumier concernent tous les tenanciers de la familia, sans distinction juridique. Preuve que l'encadrement seigneurial ne reconnaît plus qu'une dépendance généralisée. Ainsi doit-on retrouver 3 taxes qui caractérisaient la condition servile. Tout d'abord, le cheuvage. Je cite, « Chaque homme de la familia devra un cheuvage de 6 deniers et les femmes autant. » La même horte ensuite, je cite, « Si un homme de la familia meurt. » Le fort mariage enfin, « Si un homme de l'abbé épouse une femme d'ailleurs. » Cette uniformisation de la condition juridique des dépendants n'empêche pas, bien au contraire, la différenciation sociale. On la devine ici à travers la figure des auxiliaires de la seigneurie. L'intendant, chargé de la gestion du domaine, le forestier qui contrôle les droits d'usage, le meunier jouissant d'un statut privilégié, le doyen et l'échevin, enfin, représentant la communauté paysanne. Autant de relais au prélèvement seigneurial qui sont également des tremplins d'ascension sociale. L'organisation de la justice traduit juridiquement les principes de structuration sociale de la seigneurie. Ainsi, la justice de l'abbé protège tous les dépendants en taxant 30 sous le meurtre d'un homme de la familia. Mais les hommes de la curia, c'est-à-dire l'entourage immédiat du seigneur, sont à l'abri des procédures judiciaires communes. Ils peuvent se justifier par serment. Leur parole est digne de confiance, ce qui constitue l'un des signes distinctifs de la noblesse. Abordons le troisième sujet, c'est-à-dire les partages et les destinations du prélèvement seigneurial. Les dispositions concernant la visite de l'abbé relèvent que la première fonction de la seigneurie foncière est de garnir la table du maître. Mais tout le surplus agricole n'est pas destiné à la consommation. En témoignent les corvées de charroi qui obligent les tenanciers à porter le froment à Andernach, Atzenpoort et Nourbourg, où le drain est commercialisé. La seigneurie de Thyssen est sans conteste intégrée à l'économie des changes. Toutefois, l'abbé de Bouzonville n'est pas le seul à tirer profit de l'encadrement seigneurial. Qu'est-ce qu'un avoué, dont le texte délimite d'ailleurs la fonction judiciaire? Il rend la justice 3 fois par an au nom du seigneur abbé. Plaie de Noël, de Pâques et de la Saint-Jean. Mais ses compétences judiciaires sont bornées. Je cite, « On saura que dans tous les plaies de l'avoué, nul cas ne sera débattu, sauf de vol, de dette, de rixes et d'effusion de sang. » Fin de citation. L'abbé se réserve donc les causes majeures, dites de haute justice. Mais l'on sait par ailleurs que c'est l'exercice de la basse justice qui est le plus profitable. Le coutumier de Thyssen fixe la répartition des profits de justice entre l'abbé et l'avoué. Ce dernier reçoit un tiers des amendes et des confiscations. De plus, il est rétribué pendant les plaies. L'abbé devra 3 services à l'avoué, je citais. On devine qu'il s'agit initialement du dédommagement des frais d'entretien de l'avoué. Froment, viande, vin, cervoise, sel, poivre, qui ont été par la suite tarifés. 12 deniers pour la viande. Mais la redistribution ne s'arrête pas là.
2 porcs à Noël. L'avoué bénéficie donc également des revenus de la seigneurie foncière. Et, 2 semaines après le plaid, 12 deniers pour qu'il ne charge pas les hommes. L'expression mérite d'être commentée. Ce que cherche à éviter l'abbé, ce sont les exactions de son avoué qui, à force de presser les hommes de Thyssen, risquent de mettre en péril l'équilibre seigneurial. D'où l'obligation de fixer, une fois pour toutes, la répartition des profits entre les bénéficiaires de la seigneurie. Synthétisons le propos. Ce texte nous informe sur 4 éléments. Premièrement, l'organisation d'une seigneurie où se mêlent droits fonciers et droits banaux. Deuxièmement, les contours d'une société rurale soumise à la seigneurie. Il est question d'unification juridique et de différenciation sociale. Troisièmement, les rapports de force entre un seigneur-abbé, lointain des armées, et son avoué. Quatrièmement, donc enfin, la rédaction du coutumier comme domestication de l'avouerie par partage des profits et au-delà comme mise au net d'un système seigneurial